Donc en 2006, ce groupe de travail sur la déclaration est arrivé à clore les 46 articles, mais coup de théâtre, à l'ONU à New York, au Conseil économique et social, les États africains refusent d'adopter le texte. Parce qu'ils ont peur, comme ils ont très peu participé à tout le processus, ils ont peur que cette déclaration ne mène certains groupes à la sécession, puisque l'article 3 reconnaît le droit à l'autodétermination, etc. Donc là, il y a eu panique à bord chez les autochtones, et il y a eu tout un travail d'explication, non seulement par la Commission africaine des droits de l'homme, mais par des représentants autochtones d'Amérique latine, des délégués gouvernementaux d'Amérique latine, pour expliquer à ces représentants africains que cette autodétermination ne voulait pas dire sécession. Et donc ils ont exigé qu'un 47e article figure dans la déclaration pour bien spécifier cette chose. Et finalement, la déclaration a été adoptée en septembre 2007 par l'ONU, et Ban Ki-moon, qui était à ce moment-là secrétaire général de l'ONU, a dit que c'était un événement historique, et a fait un discours montrant que c'était une véritable réconciliation entre les États et les peuples autochtones, etc. Donc, effectivement, c'était très symbolique, et les représentants autochtones avaient œuvré depuis 77, au fond, 1977, où pour la première fois, ils étaient rentrés à l'ONU pour une première conférence pour démontrer qu'ils n'étaient pas des minorités, mais des peuples. Jusqu'en 2007, il s'était passé 30 ans de mobilisation, de travail intense, de beaucoup de sacrifices pour venir à Genève, à New York ensuite, et finalement arriver à cette déclaration. Cela dit, maintenant je travaille sur l'application, et ce n'est pas du tout évident de voir les États appliquer cette déclaration. Mais j'en suis pas encore là. Et à partir de cette expérience onusienne pendant une trentaine d'années, enfin, pas pour moi, mais pour les autochtones, je me rends compte que dans ce lieu je vais pas y arriver, déterritorialisé, qu'est l'ONU, c'est un lieu déterritorialisé, chaque autochtone est le porte-parole d'un local dont il véhicule, en quelque sorte, dans ses déclarations, des images et des valeurs. Et c'est dans la mise en perspective de ces récits qu'on écoute à l'ONU que se construit au niveau international l'autochtonie. Parce que cette identité autochtone se présente à la fois comme plurielle, en raison des différentes situations locales qu'elle recouvre et qu'ils expliquent dans leurs propos. Et à la fois, elle est globale parce que elle fait référence à une communauté de 370 millions d'individus autochtones.
qui sont répartis dans 77 États. Donc, l'autochtonie, pour moi, est une identité construite depuis plus de 30 ans à partir de traditions inscrites dans un passé, au service d'un présent et surtout d'un futur autochtone. Alors, ce travail de construction identitaire, il se poursuit en dehors des réunions onusiennes, grâce notamment aux technologies modernes de communication, grâce à Internet, tous ces autochtones ont la possibilité de réagir, par exemple, immédiatement à telle ou telle initiative politique ou à tel ou tel événement dramatique. Par exemple, je me souviens que au Pérou, quand il y a eu les événements de Bagua, dans les années, il y a une dizaine d'années, je crois, eh bien, qui opposaient des communautés autochtones du nord du Pérou à l'armée péruvienne, où il y a eu toute une série de morts. Aussitôt, la communauté autochtone a réagi et s'est manifestée pour soutenir leurs frères autochtones péruviens. Donc, cette possibilité de correspondre entre eux à travers les frontières et les océans est très importante. Bon, ce n'est pas pour autant que c'est une communauté virtuelle, car ses représentants sont présents à beaucoup de réunions internationales, comme celle de l'ONU, celle de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Banque mondiale, l'Organisation internationale du travail. Et peu à peu, ils ont acquis une visibilité pour défendre leurs droits. Donc, ils ont même aussi participé à toutes les grandes conférences internationales sur l'environnement, à Rio, à Durban sur le racisme, à Johannesburg sur le développement durable, etc. Et chaque fois, ils ont essayé de faire entendre leur voix autochtone et de progresser dans la compréhension du monde non autochtone, de leur spécificité en tant que peuple autochtone. Donc, ce phénomène de construction identitaire au niveau international me fait penser à une forme d'ethnogenèse, qui est un concept qui définit le processus de formation d'un peuple autochtone. Je l'ai écrit dans 2 articles, notamment dans le livre collectif de Natacha Gagné et Marie Salin sur les autochtones vus du Québec et de France. Et puis dans un autre article dans une revue lyonnaise du groupe de recherche dont je faisais partie à l'époque, je montrais notamment que l'ethnogenèse n'est pas du tout conçue comme l'avait conçu l'anthropologie soviétique à un moment donné, en termes d'évolutionnisme, etc. Mais c'était un concept qui avait été repris dans les dernières années par des historiens ou par des juristes. Et je m'appuyais notamment sur les juristes de la Cour suprême du Canada en 2003, qui ont eu à juger l'affaire Paulet, qui opposait la province de l'Ontario à une famille de métis qui revendiquaient leur droit de chasse en tant qu'autochtones. Et on sait que la loi constitutionnelle de 1982 reconnaît des droits ancestraux à 3 catégories de peuples autochtones, les Amérindiens, les Inuits et les Métis, mais jusque-là, la reconnaissance de ces métis était un peu vide de sens. Et l'affaire Paulet a contribué à lui donner un contenu intéressant
car parmi les critères retenus par la Cour suprême pour légitimer les revendications métisses, les juristes ont eu recours à cette notion d'ethnogenèse pour déterminer le moment théorique de la naissance de la première communauté métisse au milieu du XVIIe siècle dans la région des Grands Lacs. Donc, cette notion est intéressante parce que elle montre que dans ce haut lieu de la mondialisation qu'est l'ONU, les autochtones sont devenus un peu les membres d'un village global et ont fabriqué une identité universelle, l'autochtonie, en travaillant ensemble pour élaborer les normes propres à cette situation autochtone. Ce que j'ai développé par ailleurs souvent dans d'autres articles, c'est que l'ONU a servi de creuset à ce processus d'ethnogenèse, en reconnaissant donc qu'ils n'étaient pas des minorités, mais autre chose. Et peu à peu, l'ONU a progressé pour finalement leur accorder cette notion d'autochtonie, de peuple autochtone. Donc, je ne sais, pour le moment, j'ai jamais été critiquée sur mon emploi de ce terme d'ethnogenèse, mais je trouvais ça intéressant de l'opposer à l'ethnicité, si vous voulez. Donc, on verra ce que ça donnera dans le futur. Alors, ce que je pourrais dire ensuite, c'est que je me suis intéressée à l'application de cette déclaration. Et il y a un article d'ailleurs qui va paraître dans le Cahier du Sierra en 2018 sur je fais un peu une réflexion sur les impacts de la déclaration 10 ans après, mais en Amérique latine essentiellement. Je montre que si la déclaration reste quelque chose de très important, de très symbolique pour les peuples autochtones, certains États continuent à nier leur existence, comme la Chine, le Vietnam, le Bangladesh, alors que d'autres, comme l'Équateur et la Bolivie, ont inscrit l'esprit de la déclaration dans leur constitution, c'est-à-dire qu'ils ont changé de constitution pour pouvoir inscrire un certain nombre d'articles dans cette constitution qui proviennent directement de la déclaration. Donc parmi ces avancées qu'on peut constater depuis 10 ans, il y a un phénomène intéressant en Amérique latine, c'est le phénomène de l'auto-identification qu'on constate dans les derniers recensements. Les pays d'Amérique latine ont décidé d'inscrire le critère d'auto-identification dans leur recensement, et le Pérou est le dernier à le faire cette année. On n'a pas encore les résultats. Ça doit poser problème, c'est pour ça qu'ils ne les donnent pas. On a constaté que depuis que le critère d'auto-identification fait partie des questions du recensement, il y a une augmentation de 49% de la population autochtone dans certains pays. Donc, c'est pas négligeable. Et ça, c'est certainement dû à tout ce travail de mobilisation autochtone onusien. Comme avancée, il y a donc ces avancées constitutionnelles pour les deux pays, l'Équateur et la Bolivie. Au niveau législatif, il y a un certain nombre de lois qui ont été promulguées, inspirées par la déclaration, mais qui n'ont pas été forcément appliquées. Et au niveau juridique, un certain nombre de juges se sont
ont utilisé la déclaration pour juger plusieurs cas, notamment au Belize, au Chili et en Colombie. Mais le plus intéressant vient peut-être des autochtones eux-mêmes qui se sont appuyés sur la déclaration pour se constituer des gouvernements autochtones autonomes. Et ça, dans le nord du Pérou, vous avez un certain nombre de peuples, et notamment la nation Wampi, W-A-M-P-I, qui, en 2015, s'est déclaré gouvernement autochtone autonome. Ils ont 28 communautés, 15 000 habitants, mais à ma connaissance, ils n'ont pas beaucoup de communautés métisses dans leur territoire, donc c'est plus facile de se déclarer gouvernement autochtone autonome dans la mesure où ils ont moins à inclure les métis dans leur gouvernance. Ils ont fait ça parce que donc c'est le premier gouvernement autochtone autonome au Pérou, et ils l'ont fait parce qu'ils refusaient le développement économique qu'on leur imposait. Ils veulent reprendre en main le destin de leur territoire et s'organiser sur la base de ce qu'ils appellent leur territoire ancestral. Et ils s'appuient pour ça sur les articles 3 et 4 de la déclaration. Donc c'est intéressant de voir que pour le moment, le gouvernement n'a pas trop réagi. Et on va voir à la longue ce que ça va donner quand il y aura des conflits avec des sociétés transnationales, parce que, comme par hasard, sur leur territoire, il y a des ressources pétrolières, et il y aura fatalement des problèmes. Parmi les blocages, il y a une très grande absence de volonté politique pour appliquer cette déclaration, et notamment le fameux droit au consentement préalable, libre et éclairé, qui fait partie de tous les chapitres sur les terres ressources autochtones. Et dans l'article que je publie dans les cahiers du Sierra, je monte 2 cartes de l'Amérique du Pérou, montrant la superposition côté andin des ressources minières et des territoires autochtones qui se superposent de façon très intéressante, et côté amazonien, la même chose, c'est-à-dire que l'Amazonie a été découpée en lots de ressources pétrolières qui correspondent au territoire des peuples autochtones. Donc cette situation bien sûr, crée de nombreux conflits, parce que ce n'est pas seulement une carte, c'est de nombreux projets qui sont en cours, qui créent de la pollution, qui créent une destruction des environnements autochtones. Et ça se traduit également dans la mesure où les autochtones s'opposent à ces projets pétroliers et miniers par une criminalisation des leaders autochtones, qui est en très grand accroissement. C'est un des thèmes qui a fait l'objet de nombreuses discussions à la dernière instance sur les questions autochtones à New York. Une criminalisation des leaders autochtones, aussi bien quand ils s'opposent à aux transnationales minières, pétrolières, ou l'agrobusiness, les plantations de soja qui déforestent leur territoire, etc. Donc ça, c'est un des thèmes sur lequel je travaille actuellement. Autre thème qui est lié, c'est la notion de bien vivre. Donc une de mes autres préoccupations de recherche actuelle, c'est la notion de bien vivre. La notion de bien vivre, buen vivir en espagnol, dont je parle dans un article sur la revue du MOS,
en 2013, et dans un livre collectif qui devrait paraître à la suite d'un colloque organisé à Laval en octobre dernier sur écologie et dignité humaine. Cette notion du bien vivre qui est née dans les années 2000 chez plusieurs groupes andins, amazoniens aussi, oppose deux visions du développement. Celle des États qui considèrent la nature comme un magasin de marchandises inépuisable et qui perçoivent l'extractivisme comme la source de financement qui mène au développement. Et donc les droits des peuples autochtones représentent un obstacle pour ces politiques étatiques, d'où un certain nombre de régressions juridiques qui les concernent, notamment au Pérou actuellement. Et donc ça oppose cette vision de la nature comme magasin de marchandises à celle des peuples autochtones qui ont une conception beaucoup plus biocentrique de la nature, dont l'homme fait partie, et qui propose le buen vivir, le bien vivre, comme alternative au développement destructeur mis en œuvre par les États. Donc ce principe du bien vivre s'inscrit dans la mobilisation autochtone que j'ai décrite et étudiée dans ces 30 dernières années, et qui leur a permis d'être reconnus comme peuple sur la scène onusienne. Il émerge, comme je disais tout à l'heure, dans les années 2000 dans plusieurs pays latino-américains. Il provient, ce concept de bien vivre, d'intellectuels autochtones qui le proposent pour réagir au désordre provoqué par le développement capitaliste dans leur communauté. En Équateur, ces intellectuels autochtones appartiennent presque tous à la nation Quichua, et en Bolivie à la nation Aymara. Donc, en Quichua, ils appellent ça le Suma Kasai, et en Aymara, le Suma Kamana. Ils le définissent comme vivre en harmonie et en équilibre avec les cycles de la terre-mère, du cosmos, de la vie, et avec toutes les formes d'existence. Ce principe du bien-vivre implique, selon eux, une nécessaire convivialité, ce qui invite au partage, et il repose surtout sur la reconnaissance que nous faisons partie intégrante de la nature que nous devons respecter. Alors c'est intéressant d'opposer ce bien-vivre à l'expression que nous avons en Occident de vivre mieux. Vivre mieux, c'est la recherche du profit, d'où forcément une exploitation des hommes et de la nature, un progrès illimité, une hyperconsommation, une accumulation de biens matériels, une recherche du pouvoir. Cela donne des sociétés inégales, prédatrices, anthropocentriques, et forcément contre la nature. Donc cette notion de bien vivre m'intéresse parce que elle naît dans des
dans des régions où les autochtones constatent un échec des politiques de développement dans leur communauté, comme par exemple avec l'exploitation du pétrole, qui ne fait qu'augmenter la pauvreté et surtout participe à la destruction de leur territoire, comme le territoire amazonien. Et un intellectuel quichua, Carlos Viteri, d'une communauté qui s'appelle Sarayaku, dit par exemple « Nous ne voulons pas devenir un champ pétrolier, c'est comme si nous accepterions la mort. » Et c'est tout le contraire de notre Buen Vivir. Plus globalement, ces intellectuels autochtones critiquent le système occidental comme étant la base de ce qu'ils appellent la privatisation de la mère nature. Et ils critiquent les théories du développement qui conçoivent les sociétés autochtones comme des communautés arriérées, sauvages, non développées. Donc ils critiquent l'hyper-exploitation des ressources naturelles. Et pour une autre intellectuelle quichua de la même communauté de Sarayaku, une femme, elle pense que la planète est malade, que les forêts et les fleuves sont en train de mourir et que le modèle capitaliste nous conduit à une catastrophe environnementale. Et dans un de ces articles que j'ai cités, je m'intéresse aux différentes variantes de cette Buen Vivir, car je m'aperçois qu'il n'y a pas que les Aymara et les Quichua qui parlent de cela, mais beaucoup de sociétés amérindiennes, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord également, parlent de ce problème et proposent comme alternative ce bien-vivre, qu'ils déclinent chacun dans leur langue. Alors, ce qui est intéressant à étudier aussi dans ce Buen Vivir, c'est que ce n'est pas seulement une voix autochtone, mais c'est aussi un certain nombre d'intellectuels latino-américains, principalement économistes, qui s'intéressent à ce concept, comme par exemple Alberto Acosta, qui est économiste équatorien et qui a joué un très grand rôle dans l'élaboration de la nouvelle constitution dont je parlais tout à l'heure, dans la mesure où il a œuvré pour que ce concept de Buen Vivir soit inscrit dans la Constitution. Et dans un de ses livres sur le bien vivre, justement, qu'il a consacré au bien vivre, il parle de malédiction de l'abondance. Malédiction de l'abondance, c'est-à-dire que ces pays d'Amérique latine détiennent malheureusement beaucoup de richesses, mais ces richesses rendent ces pays dépendants, bien sûr, des multinationales qui sont attirées par ces richesses et développent des industries extractives, minières, pétrolières et autres. Donc, Acosta fait en appel au gouvernement pour essayer de prendre en compte cette situation et essayer de ne pas forcément donner la possibilité à ces sociétés multinationales de faire autant de destruction de l'environnement. Ce qui m'a intéressé dans ce bien vivre, c'est que c'est une notion
qui vient de peuples andins ou amazoniens, marginalisés, discriminés, mais qui nous propose des modèles qui rejoignent certaines notions de développement que l'on trouve chez certains de nos économistes, qui nous invitent à moins consommer, à faire attention davantage à l'environnement, qui font appel à des notions de décroissance, comme Serge Latouche, par exemple, qui a écrit de nombreux livres là-dessus. Donc, c'est une notion qui reste à suivre pour voir comment elle va se développer et si elle va avoir plus d'influence sur les gouvernements en question.